Monsieur le Président, cher Luc Carvounas, mon cher Luc, un tout petit mot déjà de remerciement parce que, comme chacune et chacun d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, je suis une élue locale et je sais bien que nous sommes en année 5 de notre mandat d'élu local, ce qui veut dire que nous sommes à la fin d'une période. Et donc, bien évidemment, mes premiers mots en te remerciant pour ton invitation sont également des mots de remerciement pour l'ensemble de l'équipe, pour tout le travail que vous avez effectué pendant ce mandat tellement particulier. Personne n'a oublié les conditions dans lesquelles nous avons les uns et les autres pris nos mandats en 2020. C'était une entrée en matière pour beaucoup très compliquée avec cette pandémie et vous avez fait face. Et je sais combien dans nos villes, chacun était engagé, chacun avec ses moyens et aux côtés de l'État a été en capacité d'apporter des réponses du quotidien, des réponses du cœur, parce qu'il n'y avait pas de manuel, il n'y avait que la débrouille et les uns et les autres, nous en sommes sortis et ça mérite un immense remerciement pour l'ensemble des agents, l'ensemble des équipes de l'UNCAS qui étaient aux côtés de nos concitoyens. Donc déjà, mes premiers mots sont des mots de remerciement. Je voudrais bien sûr saluer Monsieur le maire de Chambéry, cher Thierry, quel plaisir de te retrouver. Monsieur le ministre, cher Hervé, c'est avec beaucoup de joie que je viens dans ce département de Savoie dont tu nous parles si souvent. Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, cher Thierry, merci d'être à nos côtés ce matin. Monsieur le préfet, merci pour votre accueil. Je voudrais évidemment saluer les parlementaires et particulièrement la sénatrice Martine Berthet. Bien sûr, tous les maires adjoints aux maires élus qui sont là ce matin, avec un clin d'œil particulier, un salut tout particulier aux élus d'outre-mer et à travers vous tous, mesdames et messieurs, l'ensemble des représentants associatifs, agents territoriaux, partenaires de l'Union nationale des CCAS et des SIAS. Je sais le travail que chacun fait sur le terrain. Alors c'est vrai que lors de la cérémonie de vœux du 21 janvier, j'avais dit à l'aune de la stabilité gouvernementale, c'est pas le 31 d'ailleurs, on doit être le 26 ou 27, fin mars, c'est loin, ben nous y sommes quand même. Et comme je suis une femme de parole, je suis parmi vous. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je vais faire quelque chose que je déteste. Je vais vous faire ce que j'appelle un discours TGV parce que malheureusement, je suis obligée de repartir. Je suis attendue à 15 h à l'Assemblée nationale, ce qui ne me permettra pas d'échanger avec vous après ces propos introductifs. Et j'en suis désolée parce que la richesse, évidemment, de ces rencontres, ce sont les échanges que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Alors, pour autant, évidemment, je suis ravie d'être en Savoie, au cœur de ces montagnes qui, finalement, nous appellent tous à l'humilité et nous appellent aussi ou nous rappellent une vérité. Finalement, c'est comme l'engagement social, les plus beaux sommets se gravissent pas à pas, avec persévérance, courage et solidarité. Et je crois qu'il y a là un très beau symbole que ce qui se fait au sein, évidemment, des CCAS. Évidemment, je suis d'autant plus ravie que je suis entourée d'élus qui agissent là où les besoins s'expriment avec le plus de force, c'est-à-dire au plus proche du quotidien de nos concitoyens. Et ce vécu, je l'ai évidemment en partage avec vous, élus de la 12e ville de France, mais qui compte 7 quartiers politiques de la ville, dont un qui est le 6e quartier le plus pauvre de France. Donc vous le voyez, à Reims, il n'y a pas que le champagne, il y a aussi les difficultés du quotidien. Et je sais combien, sur tous les territoires, l'UNCAS incarne mieux quiconque la force vive du maillage territorial. 51 millions de vies finalement concernées parce que vous agissez quasi auprès de 75% de la population tous les jours, partout sur le territoire. J'ai lu évidemment, j'ai eu la chance de l'avoir un peu en primeur, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le baromètre que vous allez présenter et qui confirme avec force que 2/3 des Français reconnaissent l'action des CCAS. Je crois que c'est important. On ne cherche pas de reconnaissance, mais montrer que le travail qui est fait correspond à une attente, ça, c'est évidemment extrêmement important. Et bien évidemment, dans cette démarche vers une justice sociale, l'État et les collectivités forment une véritable cordée parce qu'il y a une complémentarité. J'ai entendu, Monsieur le Président, j'ai entendu, Monsieur le maire, j'ai entendu, Monsieur le Président du département, qu'évidemment, il faut continuer, qu'évidemment, on peut faire mieux. Mais en tout cas, déjà, reconnaissons ce que nous faisons. Je voudrais également dire combien j'ai entendu
le constat posé par Luc Carvounas, j'ai entendu l'appel urgence sociale, tenir jusqu'à quand? Bien sûr, cette question peut paraître brutale, mais nous devons à la vérité de comprendre que notre pays traverse de profondes mutations. On ne peut pas ne pas être interpellé par ces mutations, celles finalement de millions de nos concitoyens face à l'incertitude que nous connaissons. Et je voudrais m'arrêter un instant sur un élément majeur. Nous sommes dans cette salle, je pense, tous nés avec le modèle social. Il date de 1945. Il aura donc 80 ans à l'automne. Pensé en 1945 par celles et ceux qui composaient ce Conseil national de la résistance, le modèle est un modèle qui a réussi à passer ces 80 années. Ce modèle, c'est un modèle basé sur la solidarité intergénérationnelle et porté par les seuls actifs. Et on ne peut pas faire comme si ce modèle n'était pas aujourd'hui dans une situation compliquée. Le dire, ça n'est surtout pas y renoncer, c'est au contraire vouloir aller plus loin quant à sa pérennité. La question que nous devons nous poser, c'est un modèle qui est finalement celui qui est porté chaque année en loi de finances de la sécurité sociale, ce qui veut dire 650 milliards d'euros pour cette année, voté par les parlementaires au mois de février, avec un déficit de 22 milliards, c'est même plus de 22, c'est 2200, en espérant que, évidemment, les recettes prévues seront au rendez-vous, faute de quoi, évidemment, le déficit pourrait être plus important. Et donc, quelque part, nous partageons cette vision. Et quelque part, être les héritiers de cette vision nous oblige. La question qu'on doit se poser ensemble aujourd'hui, c'est comment garantir sa pérennité. Et ça, c'est un sujet, et je le dis avec force ce matin, c'est un sujet qui, évidemment, n'est pas celui du contexte international. Le contexte international est un autre sujet. Et j'ose dire que si vous regardez les sujets de notre modèle social sur les 10 dernières années, vous voyez que ces questions existaient déjà avant le renchérissement qui est posé par la guerre qui sévit à nos portes. Donc, pour être très clair, il n'est pas question de commencer à ambiancer des économies de guerre qui viendraient taper le modèle social. La question que nous devons nous poser, c'est comment les Français veulent garder ce modèle social et comment nous travaillons pour le garder. Et là-dessus, l'État, évidemment, a une responsabilité, c'est d'être exemplaire dans la gestion de ses moyens, c'est-à-dire commencer par lui-même. C'est d'ailleurs ce qui est fait dans les textes qui ont été votés au mois de février. Chercher tout ce que nous pouvons supprimer pour préserver l'essentiel. Et quelque part, cet enjeu-là, nous l'avons partout. Et je l'ai dit tout à l'heure au président du département, dont je connais l'attachement à ces stratégies d'accompagnement de nos concitoyens. Je peux vous dire que sur la revalorisation du RSA au 1er avril, c'est l'application de la loi votée par le Parlement et que tous les ans, nous mettons en application cette loi. C'est juste une loi, elle est faite pour être appliquée. Et donc, ça veut dire qu'au 1er avril, l'État va revaloriser la prime d'activité, les prestations familiales, l'AAH, que nous finançons directement. Cette année, le taux de l'inflation est à 1,7. Ça sera donc revalorisé à 1,7. Pour mémoire, l'année dernière, c'était 4,6%. Je le dis parce que nous sommes à un moment où il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas louper, ce qui veut dire que nous avons à discuter avec nos partenaires. Ça a été évoqué par le président du département. Le département sur les AIS est un acteur majeur et nous avons à travailler ensemble sur ces sujets. Les sommes sont conséquentes, mais nos concitoyens nous attendent au rendez-vous et nous serons à ce rendez-vous. Alors, au-delà de cet enjeu financier, l'autre élément sur lequel je voulais évidemment dire un mot, c'est celui qui est encore plus profond, c'est celui du virage démographique. Au moment où je vous parle, la baisse de la natalité est extrêmement importante. Si je prends l'exercice 24, 670 000 naissances pour 650 000 décès.
Vous voyez que la question du croisement des courbes est une question extrêmement prégnante. Nous sommes aujourd'hui à 1,1 actif pour un retraité, à une époque où on a connu 4 actifs pour un retraité. C'est ça l'évolution du modèle français, c'est-à-dire des besoins qui augmentent d'un côté et des actifs qui sont moins nombreux de l'autre côté, d'où évidemment l'interpellation sur les équilibres. Alors après, bien sûr, la question, c'est de regarder l'attention de nos concitoyens et leurs attentes. Première d'entre elles, la santé, qui reste une priorité absolue, vous le mettez très bien dans votre baromètre, pour 88% des Français. L'alimentation, le logement suivent. Et ce que l'on voit, bien évidemment, c'est aussi le rôle fondamental de deux approches qui doivent marcher de pair. C'est celui des communes, qui est vraiment, la commune est reconnue comme le premier partenaire de nos concitoyens. Et le deuxième, c'est l'État, suivi, cher Hervé, par les départements. Et nous avons là la trilogie gagnante de celles et ceux qui sont au service de nos concitoyens, au plus près de chacun d'entre eux. Alors, évidemment, quand on voit cette confiance et cette attente, cela nous oblige et nous avons besoin d'apporter des réponses très concrètes. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis, l'État, dans son budget 2025, continue à investir pour les solidarités. Je donne quelques exemples. Je déteste jeter les millions en pâture, mais quelques-uns des axes sur lesquels vous m'aviez interpellé, Monsieur le Président, lors de vos vœux, sont des axes que nous retrouvons dans la loi de finances. Je pense à l'alimentation, 80 millions qui ont été mis sur le sujet, 70 millions pour la tarification sociale des cantines, 168 millions d'euros maintenus pour les contrats d'insertion avec les départements et le maintien des contrats emploi jeunes dans les missions locales. Parce que sur ces axes-là, il y avait des attentes spécifiques, des besoins particuliers qu'il fallait absolument garder pour accompagner les plus modestes et pour aller dans une logique émancipatrice de la pauvreté. Ensuite, nous avons partagé plusieurs priorités sur lesquelles je voudrais revenir. D'abord, renforcer les moyens consacrés à la domiciliation, parce que c'est la pierre angulaire de l'accès aux droits, notamment pour les personnes sans domicile fixe. Nous poursuivons le financement expérimental pour 50 CCAS, dont l'animation de 39 territoires zéro non-recours. Je crois que c'est le cas, Monsieur le Préfet, dans ce département et dans cette ville, Monsieur le maire, afin de simplifier et de faciliter l'accès aux droits, alors que 34% des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas, ce qui peut faire basculer des messages. C'est une promesse républicaine, ne laisser personne au bord du chemin. Lutter contre la pauvreté dès l'enfance, c'est évidemment les moyens dédiés aux communes, avec un accompagnement, un doublement de l'accompagnement pour les communes rurales, parce qu'un repas complet à midi, c'est aussi une politique de prévention. Je voudrais également redire combien le remplissage à la source n'est absolument pas une volonté de stigmatiser, c'est une volonté de simplification. Parce que là-dessus, je crois qu'il est important de se rendre compte, je viens de l'évoquer, du non-recours. Il est important de parler de la fraude, et je le dis devant vous, parce que, évidemment, chaque fois qu'on fraude, c'est de l'argent qui ne va pas vers les bénéficiaires. On ne peut pas le faire. Et enfin, c'est aussi une simplification pour certains de nos concitoyens. Quand je regarde les premiers retours de mars, ce que me disent les équipes, c'est que l'une des premières difficultés, c'est la différence entre le brut et le net. Et quand les déclarations sont fausses, ça donne lieu à des non-recours, ça donne lieu à des recouvrements et ça met des familles dans la difficulté. La bonne déclaration, c'est le juste droit et ça évite toutes ces complexités. La réforme de France Travail, cher Luc, là, nous n'avons pas forcément totalement la même lecture, mais on doit se dire les choses. Elle est proche, finalement, du principe du RMI de 88, ne jamais perdre de vue l'objectif d'insertion sociale et professionnelle. C'est ça le sujet. On accompagne et on accompagne par quoi? Par l'autonomie vers l'emploi. Et donc, ce que nous devons aux bénéficiaires du RSA, ça n'est pas qu'un accompagnement financier, c'est réellement
une démarche vers l'emploi. Quand on regarde les 49 départements volontaires, nous avons 70 000 bénéficiaires accompagnés, 54% ont retrouvé un emploi en un an, 42% sont sortis du RSA et 90% se disent satisfaits de l'accompagnement. Donc, on est bien dans une logique d'autonomie par le travail et je pense qu'il faut qu'on continue sur le sujet. Vous avez à juste titre évoqué nos outre-mer. À mon tour de dire combien, évidemment, l'outre-mer est pleinement intégré au pacte des solidarités. Nous renforçons les moyens dédiés, en particulier pour la lutte contre l'illettrisme, l'accompagnement des enfants pendant les 1000 premiers jours. Et je mesure évidemment la nécessité de la refondation du territoire à Mayotte. Mon ministère y prend toute sa part, notamment sur un sujet très attendu par les Mahorais, c'est de faire converger les droits sociaux et le développement également économique de l'île. Immédiatement après le cyclone, le gouvernement a déployé des moyens à destination de la Croix-Rouge, mais nous continuons avec des équipes mobiles, notamment santé précarité. Je voudrais rendre hommage au travail qui est fait de prise en charge, d'aller vers les populations les plus vulnérables qui ont été déployées avec l'ARS. Je rends hommage à la plateforme sur les téléconsultations parce qu'on voit bien qu'il y a là des initiatives extrêmement intéressantes. Mais quand je parle de Mayotte, je ne parle pas de toutes les outre-mer. Je n'oublie pas également, et j'ai échangé avec Erika Barrex au téléphone il y a quelques jours, je n'oublie pas Garance à la Réunion, qui a également été un sujet. Je n'oublie pas non plus les sujets du vieillissement en Guadeloupe comme à la Martinique. Donc, les sujets ultramarins sont évidemment, comme dans l'Hexagone, des sujets pluriels qui nécessitent des réponses tout aussi plurielles. Et vous avez vu d'ailleurs que le Premier ministre a fait le choix de confier à un ancien Premier ministre ces sujets, c'est dire, et vous avez vu l'ordre protocolaire des Outre-mer dans le gouvernement, c'est un signe qu'il faut lire et qu'il faut redire, la volonté du gouvernement d'être présent partout, Outre-mer, comme dans l'Hexagone. En matière de logement, j'ai échangé avec Thierry Repentin qui, à l'instant, me disait combien l'évolution de MaPrimeAdapt était un succès. C'est majeur parce que l'évolution de MaPrimeAdapt, c'est le maintien à domicile d'un certain nombre de nos concitoyens. Je voudrais également dire un mot sur le plan voulu par ma collègue Valérie Létard, sur le plan global intitulé « Un an pour construire ». Valérie a été extrêmement engagée dans le projet de loi de finances, qui était un projet de loi de finances difficile, pour apporter des réponses très concrètes, et je pense notamment aux extensions de PTZ qui sont, alors évidemment, on n'est pas sur des populations qui sont sur une logique de pauvreté, mais on est sur des populations qui, en pouvant accéder, permettent de faire fonctionner la chaîne du logement. Et notre sujet, c'est l'embolisation de la chaîne du logement. Donc, dès lors qu'on arrive à l'ouvrir, on arrive à permettre à d'autres d'entrer dans le logement. C'est un enjeu absolument majeur. Le logement, Jean-Louis Borloo le disait, c'est le nid. C'est là où l'on construit sa famille. Et après le logement, le deuxième sujet, évidemment, c'est l'alimentation. Et nous allons poursuivre le sujet du programme Mieux manger pour tous, dont bénéficient de nombreux CCAS. Et nous allons, avec les acteurs de l'aide alimentaire, que je salue et dont je remercie le travail, continuer à travailler. C'est une transformation en profondeur. Vous avez vu que j'ai effectivement signé le décret le 14 mars sur le Nutri-Score, avec une vigilance particulière pour les publics précaires, parce que c'est un outil d'information. Ça permet à nos concitoyens de faire des choix. Mais derrière, ça va plus loin. J'ai évidemment rencontré les industries alimentaires avec lesquelles nous avons signé un accord pour aller plus loin sur une stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, avec évidemment le ministère de l'Agriculture. Mais j'ai également travaillé avec les distributeurs, parce que, comme vous, j'ai été sensible à l'étude de Foodwatch sur les produits de marque de distributeurs et sur le côté sucre, sel, gras, qui, quelque part, ne sont pas aussi bons pour la santé. Et donc, aujourd'hui, pour moi, le sujet est clair. Les prix bas, c'est bien. La qualité pour la santé et les prix bas, c'est mieux. Et ce sont les deux éléments que nous devons articuler. Et je vais d'ailleurs saisir prochainement le Conseil national de lutte contre les exclusions sur l'enjeu d'une stratégie alimentaire globale.
Lors des vœux, j'avais également évoqué que nous aurions rapidement un bilan sur le pacte des solidarités. Parce que je crois, mesdames et messieurs, qu'une politique publique n'est efficace que si elle est évaluée. Nous devons être en capacité, avec humilité, de dire ça marche, tant mieux, on poursuit, ça ne fonctionne pas. Nous devons chercher pourquoi ça ne fonctionne pas et à ce moment-là, y remédier et faire d'autres choix. Il y a 3 axes sur lesquels je veux vraiment que nous puissions regarder. L'état d'avancement des mesures nationales, les cantines à 1 €, le pass colo, les petits déjeuners gratuits à l'école, le bilan de la première année de la nouvelle contractualisation avec les départements et les métropoles et les premiers engagements des pactes locaux de solidarité lancés en mai 2024. Cela va nous permettre de mesurer les premiers retours et de regarder ce que nous devons éventuellement faire évoluer. Alors, je voudrais insister sur 2-3 éléments sur lesquels on voit des priorités, sur lesquels nous n'avons pas encore forcément assez de réponses. Je pense à la pauvreté en milieu rural. Elle se vit autrement, avec des problématiques spécifiques d'accès aux services, des problèmes de mobilité, de logements dispersés et évidemment d'énormes sujets d'insertion. Et quand on parle de l'insertion professionnelle, on parle toujours des jeunes, mais n'oublions pas non plus l'insertion professionnelle de seniors qui ont énormément de mal à retrouver un emploi. Et ce que l'on observe dans les territoires ruraux, c'est souvent un isolement plus profond, une précarité moins visible. Et comme elle est moins visible, elle est à la fois plus urgente et plus difficile à traiter. Et donc, ça n'est pas qu'une difficulté de précarité financière, c'est aussi une précarité de conditions de vie. Alors vous allez me dire, l'un découle peut-être de l'autre, mais quelque part, le sujet, c'est de regarder ce qui empêche d'être soigné, de bien manger, d'accéder à une crèche, d'avoir un emploi digne. C'est tout cela. Et c'est là que tout commence. Et c'est pour cela que chaque jour, vous êtes, vous, présents à l'écoute et que vous apportez des réponses. Et quelque part, je voudrais dire que là où finalement les projecteurs ne vont pas toujours, si la République est encore debout, c'est aussi grâce à toutes celles et tous ceux qui interviennent sur ce territoire que je voudrais saluer. Je voudrais également, comme l'a fait votre président, dire un mot. Alors moi, je ne vais pas vous parler de famille monoparentale. Je vais vous parler de maman solo. Parce que notre sujet, j'ai rien contre les hommes, rassurez-vous, mais ni contre les pères. Mais dans l'immense majorité des cas, on parle de maman solo. Et quand on dit maman solo, je peux vous dire qu'elles peuvent se retourner, elles sont vraiment seules. Et la difficulté, c'est évidemment d'avoir une capacité à les accompagner. Alors, on a commencé à apporter quelques réponses. C'est la pension alimentaire minimale augmentée de 50%. C'est dès septembre 25 le complément mode de garde qui va être étendu jusqu'aux 12 ans de l'enfant. C'était jusqu'à maintenant 6 ans. Mais nous savons qu'il reste d'énormes inégalités à la précarité, au renoncement, à l'accès à l'emploi. J'accorde beaucoup d'importance, par exemple, aux crèches à vocation d'insertion professionnelle qui sont un des premiers moyens de rencontre avec ces mamans. Mais nous voyons combien on a là des réponses extrêmement importantes à trouver et à construire ensemble. Votre président m'a remis tout à l'heure un document que je n'ai pas lu puisqu'il vient de me le donner sur vos propositions sur la santé mentale. Vous le savez, c'est la grande cause nationale de l'année 25. Un Français sur 5 est concerné par ces sujets. Et là encore, la santé mentale des précaires est un sujet et sur lequel nous devons évidemment apporter des réponses. Je ne vous cache pas que pour moi, dans ce domaine, une des premières difficultés, c'est d'avoir à mettre en face les soignants, que nous parlions psychologues, que nous parlons psychiatres. Nous avons un sujet de formation absolument majeur dans le pays pour faire reconnaître ces professions et pour inciter un certain nombre de gens à se former dans ces secteurs. Vous m'avez interpellé sur le sujet de la situation financière des EHPAD et sur le vieillissement. Alors, très concrètement, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, effectivement, dans le cadre, et c'est peut-être l'occasion de le dire en une phrase, je rappelle que cette loi de financement de la sécurité sociale s'est faite dans un contexte différent et dans un contexte plus transpartisan que nous ne l'avions jamais fait, puisque j'ai reçu tous les groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat et que dans les évolutions de ces textes, il y a des propositions qui sont venues de manière transpartisane. C'est très vrai pour l'augmentation de l'objectif national des dépenses de santé. C'est très vrai pour l'objectif sur le sujet du fonds d'urgence des EHPAD. Je tiens à le dire parce que c'est important de mettre en avant. Je vois, Monsieur le Préfet, j'accélère.
c'est vraiment très important de mettre en avant cette notion, si vous voulez, qui est celle de la capacité de se rassembler. Et donc, quelque part, la réponse concrète, Monsieur le Président, je vais présenter un projet en 3 phases. Première phase, fin avril, autour de petite enfance, depuis l'infertilité, les 1000 premiers jours, les modes de garde. Deuxième sujet, autour de l'organisation du travail de la santé, plutôt pour mai. Et en juin, le vieillissement, l'EHPAD repensé, l'accompagnement de nos seniors. Voilà la date du rendez-vous. Je voudrais également vous dire que j'ai bien entendu votre appel sur la situation des aidants, et notamment les 4,5 millions d'aidants salariés. Vous le savez, nous avons dit aux membres de la délégation permanente, vous avez une feuille blanche. Donc je relais ce que vous dites, mais je respecte leur travail et je ne m'immisce pas dans les travaux qui sont les leurs. Alors, vous l'avez compris, le sujet, c'est que nous devons ensemble aller plus loin en repensant d'une part le modèle, d'autre part en travaillant avec toutes celles et ceux qui font nation. Et je voudrais dire à Thierry Baudet, il a ouvert la voie avec un certain nombre d'avis sur les droits sociaux, sur l'autonomie. Eh bien, nous allons continuer à avancer ensemble parce que plus nous serons nombreux à faire évoluer la société, plus nous serons au rendez-vous qui avait été fixé par le Conseil national de la Résistance, plus nous serons au rendez-vous de notre pays. Vous savez combien le général de Gaulle, et je parle sous le contrôle du président de la Fondation, combien la souveraineté était un mot que le général de Gaulle évoquait régulièrement. La cohésion de notre pays est une autre idée. Cette cohésion de notre pays, c'est un de ses successeurs qui la mettait en avant régulièrement, c'est Jacques Chirac, discours de Troyes. La force d'une nation, c'est sa cohésion. Son moteur, c'est l'égalité des chances. C'est le sens de notre engagement. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci Catherine Vautrin, merci Madame.